Vous écoutez Les Éclaireurs de Dialogue, le podcast de la librairie Dialogue à Brest. Je suis Laurence, bienvenue à vous. Deuxième épisode de notre podcast avec la romancière et scénariste Tiffany Tavernier. Nous avons eu la joie de l'accueillir à la librairie à l'occasion de la parution de son roman « En vérité Alice » aux éditions Sabine Vespizer. C'est un livre qui parle d'emprise, mais aussi de sainteté, et dans lequel on plonge comme dans un tourbillon, tant sa construction magistrale nous happe. Et dans cet épisode, c'est au cœur de la fabrique du roman que Tiffany Tavernier nous invite. D'où vient un sujet de roman ? Comment travaille-t-on le rythme de l'écriture ? Écrire, est-ce aussi se laisser emporter par le roman ? Et pour commencer, comment naît la langue de chaque roman ? C'est bizarre, c'est étonnant la langue. Je cherche, je suis en état de recherche, je suis un peu comme un animal qui renifle. Sérieux, c'est vraiment ça. Et il y a deux choses. Il y a le mouvement du roman que je fais gestuellement, avec le bras et la main. Comme un chef d'orchestre, vous voyez, comme une sorte de musique. Je sais par où le roman va passer et je trace cette ligne de la main. Ça, c'est déjà une première chose qui est très importante. Le roman s'incorpore, fait corps. Et parallèlement, la première phrase, quand je cherche la première phrase. Et cette première phrase, souvent, m'apporte l'entrée dans la symphonie qui va devenir le roman. Le quatuor ou le duo, en fonction du sujet traité. Et là, la première phrase d'Alice commence par un monologue. Je savais pourtant qu'il y aurait du « elle ». Je voulais être à l'extérieur, à l'intérieur. On est constamment dans l'emprise dedans, dehors. Souvent, mes personnages, d'ailleurs, étant dans des bulles, on est dans des degrés de dedans, dans des degrés de dehors. Voilà. Comme nous tous, c'est pareil. Mais là, c'est de façon... c'est magistral. En vérité, Alice, c'est un roman trépidant, virevoltant, qu'on lit d'une traite et qui nous mène sur des chemins inattendus. Ce que rencontrera Alice, jeune femme enfermée depuis 5 ans dans une relation sous emprise, qui va être amenée à travailler au bureau de promotorat de la cause des saints. Le rythme de ce roman, il tient peut-être à la forme assez libre de la narration, mais il est surtout le fruit d'une patiente construction. Tiffany Tavernier nous en a parlé lors de la rencontre qui a eu lieu à la librairie. Nous l'écoutons. Waouh, c'est un énorme travail. C'est monstrueux, si je me permets de le dire. C'est fou. Il faut être complètement dingue pour faire ça. Vraiment, en plus, un sujet pareil. D'abord, il faut que j'ingère toute la procédure. Il faut que j'interviewe des psys sur la question de l'emprise, pour savoir exactement comment ça se passe, comment là aussi il y a une procédure. Il y a une mécanique. Et donc, il faut que je l'intègre. Il faut que je me replonge dans la vie des saints. Il faut que j'étudie les 40 dossiers qui sont actuellement en cours à Paris et qui traversent la vie de 40 personnes susceptiblement vouées ou pas à la sainteté. Des gens dont je ne connais quasiment rien. Je ne connaissais pas les noms à l'exception de l'abbé Pierre. Sinon, les autres, j'avoue, je ne les connaissais pas. Et donc, d'abord, c'est toute cette masse. Et la trajectoire du roman, après avoir ingurgité toute cette masse, je sais une chose, pas très rapidement, tout ça, ça prend du temps, mais quelque chose s'impose, c'est que c'est évidemment l'emprise qui va conduire le récit. Et tout le reste va se greffer en fonction du chemin et va nourrir ou pas cette emprise, l'arrêter, l'interrompre ou la démultiplier. Donc c'est comme ça que j'ai procédé. Mais le truc est tellement vaste que j'ai besoin à un moment donné, j'emmerde tout le monde dans la maison parce que j'utilise les fenêtres et je colle partout des post-it avec ma ligne de conduite, et dessus j'ai la procédure, et par-dessus j'ai la vie des saints, et j'ai les rencontres des gens des bureaux. J'ai interviewé les gens de ce petit bureau, et j'ai évidemment la vie d'Alice en background. Donc
c'est vraiment J'ai pris même des photos de cet énorme plan. Et il faut en passer par ce travail colossal pour arriver à quelque chose d'une fluidité. Alors moi, ça me fait plus que plaisir quand j'entends quelqu'un me dire « je l'ai lu d'une traite ». Parce que moi, je ne l'ai pas écrit d'une traite. Et ça, c'est génial. Ça, c'est la récompense. Voilà, il y a eu beaucoup de gens me l'ont dit. Et donc, je ne pense pas être bêcheuse en disant cela. C'est vrai que c'est un livre, la plupart des gens qui l'ont lu d'une traite. Et donc, le pari réussit. Mais c'est passé par vraiment un énorme travail. En vérité, Alice s'inscrit dans la lignée des 2 précédents romans de Tiffany Tavernier, parus aux éditions Sabine Vespizer, Roissy et L'Ami. 3 romans très différents, mais qui se répondent de plusieurs manières. Par leur thématique, entre lumière et ténèbres, par leurs personnages, par leur narration également. Dans ces 3 romans, la construction de la narration, elle est assez singulière et très maîtrisée. Il y a un fil narratif, mais qui est régulièrement interrompu par des pensées intérieures, par des informations en lien avec l'univers qui est exploré dans le roman, par le bruit du dehors parfois, tout simplement. Est-ce qu'il s'agit de rendre le roman au plus proche de la vie, qu'il y ait une succession d'interruptions ? Oui, j'aime bien. J'aime beaucoup les interruptions. Je pense qu'on est constamment traversé. Nous tous, et quand dans un aéroport, n'en parlons pas, on est traversé, on est sollicité. Il y a le brouhaha du monde de dehors, de la vastitude. Il y a des cris, il y a des appels, il y a des coups de téléphone. Et ça ne s'arrête pas. Même au cœur de la pensée la plus sombre ou de la plus lumineuse, quand on marche sur un pont ou quand on parle à quelqu'un, voilà, il y a ces interruptions. Et j'aime, en plus elles font langue, ces interruptions. Et c'est comme une vie qui s'engouffre. J'aime ce rythme-là. Je trouve très contemporain pour le coup, parce qu'on est dans un monde très interrompu. On est dans un monde où on est constamment sollicité. Et là encore, je rejoins une nécessité de langue traversée par du multiple, par du pluriel, par des écrans, par des sonneries de téléphone, mais aussi par des gens qu'on peut croiser dans la rue. Parce qu'on n'arrête pas, on bouge constamment. En tout cas, mon écriture n'est pas celle d'un paysan qui, depuis 100 ans, est assis sur le même banc. Et encore aujourd'hui, même sur ce banc-là, il se passerait tellement de choses. Voilà. Donc c'est très important, cette bourrasque-là. Mes personnages sont secoués, ballottés par le vacarme, la douceur, la tendresse, mais aussi les appels du dehors. Ce sont 3 romans qui nous projettent dans le monde contemporain, mais dans des univers bien particuliers, bien singuliers. Alors dans Roissy, il y a cette découverte de la vie insoupçonnable qui règne dans les entrailles de l'aéroport. Dans L'Ami, on est plongé dans la noirceur d'une scène de crime. Et puis, en vérité, Alice nous raconte l'emprise tout en nous faisant découvrir en parallèle le bureau de promotorat de la cause des saints. Comment est-ce que vous vous emparez de ces univers ? Est-ce qu'il s'agit d'enquêter ? Et si oui, de quelle façon ? Et quel rôle jouent ces découvertes d'univers dans la naissance de chaque roman ? Alors, je commencerai par la fin. Au fait, le roman arrive souvent par la découverte de l'univers. Bon, dans Roissy, c'est une coupure de journal où je découvre une femme qui pose avec sa petite valise et 3/4 de profil. Et j'apprends qu'elle est au fait pas du tout une voyageuse, alors qu'elle est plutôt bien habillée, mais une SDF qui vit dans l'aéroport, mais déguisée en voyageuse. Et je découvre que ces SDF existent, on les appelle les indécelables. Alors là, évidemment, là, ça résonne. Alors là, c'est une situation et un univers. Les aéroports, je les connais bien, j'ai voyagé dans énormément de pays. Donc, je me suis tout de suite... Ça a fait sens. Et plus que sens. Là, ça tape. De toute façon, moi, quand ça tape, ça reste. Ça reste pendant 1 an, 2 ans avant que je puisse l'écrire. Mais voilà, je voulais entrer là-dedans. À la fois dans cette situation et à la fois dans cet univers. Pour L'Ami, pareil. Situation, univers.
Et là, ça part de peut-être de pas mal de choses, mais je me souviens vaguement d'avoir vu... Vous savez, on voit toujours quand il y a des arrestations, des petits trucs, des petits programmes télé qui vous parlent du voisin ultra choqué. Alors là, je me souviens d'un homme en robe de chambre mal rasée qui répète inlassablement devant la caméra parce que son voisin s'est fait arrêter, c'est un monstre, genre je ne sais pas si c'est pas du trou, et il répète inlassablement « ça me hante, ça me hante ». Et là, pareil, je voulais entrer dans cet univers-là, de l'arrestation, mais en prenant pour le coup un autre angle et le déploiement de qu'est-ce qui arrive après. Et dans Alice, alors là, la porte m'a été donnée par ma cousine, figurez-vous, et le bureau des causes de sang, la canonisation, donc aujourd'hui, qui est un petit bureau comme ça à Paris, dans tous les diocèses, je l'apprendrai après, qui s'occupe de canoniser ou pas les gens, mais des gens contemporains, ça a tout de suite fait tilt à plusieurs endroits. J'ai tout de suite, voilà, c'est ma curiosité au fait. Je voulais en savoir plus sur c'est les saints d'aujourd'hui, parce qu'on parle toujours, voilà, c'est qui cette lumière-là, c'est ces gens-là, et puis c'est quoi cette procédure qui existe depuis le XIe siècle. Donc j'ai un côté un peu historien, là, je rejoins la biographe que je suis. Il y a un côté biographe, historien biographe, c'est-à-dire aller chercher des trucs, découvrir. Et donc, et à chaque fois, donc, je procède à une enquête. Enquête sur Roissy, énorme. Enquête pour savoir comment ça se déroule, une enquête policière, et les voisins sont... comment on ménage ou pas les voisins. Et enquête sur, effectivement, ce petit monde du promotorat des causes des saints. Et j'y vais, hein. J'interroge les gens. J'ai pas d'a priori. Moi, j'ai aucun a priori. Ça m'énerve, les a priori. On est pétri d'a priori, pétri de préjugés, d'opinions. Et donc, je vais à l'encontre de tout ça, parce que de toute façon, les opinions, souvent, pèsent pas très lourd. Fondamentalement, elles reposent sur pas grand-chose. En tout cas, peu de connaissances. Ce qui m'intéresse, c'est la rencontre. C'est moi-même d'aller voir, au fait. Un peu comme un vrai voyageur, d'ailleurs. L'enquête nourrit l'univers. Elle peut nourrir aussi les personnages. Elle peut nourrir... Ah oui, bien sûr. L'enquête me donne, là il y a un côté, alors pour le coup je rejoins le monde du cinéma, je sais d'avance que l'enquête va me donner des pépites. Je le sais. Et là pour le coup, mon père, cinéaste, je l'ai vu, et à chaque fois d'ailleurs son cinéma souvent croise le réel et croise une part documentaire, L627, ça commence aujourd'hui. Bon là je l'ai écrit, mais il y a beaucoup d'autres films, même des films d'histoire qui croisent et où il a, je le sais, et je l'ai vu à l'œuvre, il a énormément enquêté, et pour avoir vécu à ses côtés, j'ai vu combien l'enquête lui avait donné de pépites. Après que dans Roissy, moi j'ai découvert qu'il y avait quand même des gens qui vivaient dans les souterrains. C'est un truc incroyable. J'aurais jamais pu inventer ça. Ça n'enlève rien de la part fictionnelle qu'on apporte, de l'imaginaire, mais ça permet même à l'imaginaire de rebondir, de se démultiplier, le réel. Et dans le bureau des causes des saints, j'ai lu les 40 dossiers. Enfin, du moins, je me suis intéressée aux 40 noms qui figurent dans les dossiers. J'ai découvert leur vie. Bien sûr que ça va nourrir. Je ne vais pas tout prendre, je vais faire un tri. Mais ça va nourrir, et les gens que j'ai croisés vont devenir l'archevêque. Monseigneur Berthet devient vraiment... C'est quelqu'un que j'ai croisé, c'est quelqu'un qui m'a d'emblée est devenu un personnage. Je le savais qu'il allait... lui, d'emblée, il m'a énormément plu. J'ai adoré son côté rustre, sec, en même temps hyper cultivé. Voilà, j'ai plein de personnages comme ça qui traversent mes romans, que j'ai volés, que j'ai piratés. Puis d'autres que j'invente. Mais qu'est-ce qu'il y a vraiment de réel ? Et qu'est-ce qu'il y a de fictionnel ? À un moment, on ne sait plus. À tel point d'ailleurs qu'un jour, ça m'est arrivé 2 ou 3 fois qu'on me demande... Là, c'était pour Roissy, quelqu'un me parle d'un certain Vladimir, et je dis, oui, nous, on a un copain qui s'appelle Vlad, qui est super sympa. Mon mari se retourne, il me dit, comment ça, on a un copain qui s'appelle Vlad ? Je dis, mais si, Vlad, on a un copain, de quoi tu parles ? Il est super proche, tu te souviens ? Et puis plus ça avance, plus j'arrive pas à me souvenir de comment et à quoi il ressemble, ce Vlad et tout. Et je découvre que voilà. C'est pour vous dire que la porosité...
l'étanchéité, c'est magnifique. Là pour moi. Personnage qui prend vie, vraiment. Ouais, le personnage est totalement là, quoi. Et de toute façon, ils vivent avec moi, mes personnages. Ils sont toujours là, ils restent. Dieu. Dans sa minuscule cellule de bois, Martin voudrait ne plus bouger. Rester jour après nuit, agenouillé dans cette union, sans plus manger ni boire, jusqu'à la fin. Partout ailleurs, le monde est si blessé. Pourquoi s'y frotter quand tout, ici, le comble de silence et de lumière ? Dieu. Se tenir là, debout, des jours entiers en prière, comme sur sa petite île de Gallinara. Souverainement seul, parfaitement relié. Il tremble, il rit. Des larmes d'amour ruissellent le long de ses joues, et à le voir si irradiant, on pourrait le croire fou. Il est si large de présence, si vaste de sérénité. Il flotte à présent, il flotte à l'intérieur de la minuscule cellule de bois qui, sous ses pieds, devient le ciel. Du fin fond de son être, Martin ne voudrait plus connaître que cela, ce seul à seul où, brisé, le cœur de l'homme s'élève jusqu'à l'ultime cercle. Mais Dieu a voulu que, par ruse, les hommes l'élèvent au rang d'évêque, lui qui, depuis sa prime enfance, ne rêve qu'à être un moinillon. Dieu. Lors, sortant de sa cellule, il va. Et à sa vue, tous l'acclament, certains allant jusqu'à baiser ses mains. Il a déjà guéri un si grand nombre. Fendant leur foule, Martin baisse les yeux pour ne pas montrer ses larmes. Leur désespoir est si grand. Marcher parmi eux, c'est comme marcher à travers un champ d'aiguilles rougi par le feu. Comme tout eût été plus simple, se faire oublier d'eux, disparaître dans les profondeurs d'une grotte ou sur le sommet de quelque haute montagne. Mais Dieu, dans sa prière, lui a demandé de les rejoindre, et Martin, entrant en lui-même, a consenti. Oui, il les initiera au mystère de la triple lumière et à celui du monde séraphique, qui, avec une ardeur bouillonnante, le contemple, lui, l'ineffable, l'indescriptible, l'inconnaissable, l'inaccessible. Oui, il sera leur évêque. Au 6e étage de leur nouveau petit 2 pièces, Alice ne sait rien de cette histoire. Tout au plus que Martin aurait embrassé un lépreux il y a 1700 ans. Mais qu'est-ce qu'un lépreux pour une fille du XXIe siècle ? Cela n'a pas de représentation. Non, Martin ne fait pas partie de son existence. Ou alors pour faire rire le postier du petit bourg de M. Quelle drôle de coïncidence tout de même. Partir de la rue Saint-Martin de M pour se retrouver rue Saint-Martin à Paris. À coup sûr, ceux du bureau y verraient un signe. Quel signe ? Alice ne le sait pas. À l'heure qu'il est, elle ne connaît même pas l'existence du bureau. Dans sa réalité, l'univers est un vide où, faute de frottement, les plumes et les pierres tombent à la même vitesse. Un vide qui ne fait jamais signe et auquel Alice, devant la dernière pile de cartons à descendre, ne pense pas. Pas plus à ce drôle de hasard qui, sur le coup, l'avait fait sourire. Elle doit s'occuper de tant de choses depuis son emménagement. Poncer, lisser, repeindre les murs, poser les carreaux, choisir un frigo, installer le Wi-Fi. Par chance, son coude a retrouvé toute sa mobilité. Elle doit faire attention toutefois. Hier, la douleur l'a lancée si fort qu'elle a dû s'arrêter pour aller s'acheter des glaçons. Dans la rue, il y avait tant de monde qu'elle a failli rebrousser chemin. Pour lui, bien sûr, c'est plus facile. Paris, il y est né. Alice, non. Et après ses 5 années de vie à M, avec lui, la moindre agitation la perturbe. Dans leur maison, là-bas, il n'y avait que 2. Chaque jour, après son départ, elle partait marcher en forêt, puis elle faisait les courses, et jusqu'à son retour, elle bricolait et préparait le repas. Tout était concentré, silencieux, fluide. Au fil des mois, ses crises avaient diminué. Il avait même repris du poids et arrêté l'alcool. Bien sûr, il y avait parfois encore des moments difficiles, particulièrement ces dernières semaines, à cause de l'arrivée de ce nouveau boss. Mais là encore, elle était parvenue à l'apaiser. Dans la casserole, le lait, soudain, déborde. D'un geste rapide, Alice éteint le feu. Avant, elle aimait la présence des gens, pourtant. Mais c'était du temps de Geoffrey. Elle est tellement plus heureuse aujourd'hui. Un extrait d'En vérité Alice, de Tiffany Tavernier.
Il y a un autre élément frappant dans vos 3 romans, c'est la présence plus ou moins forte de la mystique dans l'histoire, dans la langue aussi, qui peut mêler factuel et lyrique, de manière à la fois très naturelle et très maîtrisée. Finalement, dans chacun de vos livres, l'espace du réel s'ouvre un petit peu plus. Est-ce que c'est la force du roman que de permettre ce champ des possibles ? Je ne sais pas si c'est la force du roman. Moi, j'ai en tout cas... c'est quelque chose encore là de nécessaire pour moi. Attention, le roman, c'est moi qui parle dans mes romans. Enfin, c'est moi, c'est ma façon d'être au monde, c'est mon rapport au réel. Et c'est de sortir, en tout cas, de l'injonction. À chaque fois que j'écris un roman, je sors effectivement, je me déplace, je me déporte de l'injonction qui m'est donnée de vivre le réel de cette façon-là. Alors ça, il en est juste hors de question. Et donc, je retrouve dans mon roman et dans mes romans ma liberté. Et ma liberté, c'est un terrain très vaste. C'est un terrain très vaste. Les auteurs qui m'ont toujours influencé et qui continuent de m'influencer sont des auteurs américains qui n'ont aucun souci avec la transcendance. Je parle de Cormac McCarthy, mais ça peut aller à Bret Easton Ellis, qui a sa façon dans les horreurs, ou même en France, Michaud, Bataille, oui, il y a de la mystique. Hein, c'est un terme compliqué en France, ce mot-là. Moi, ce n'est pas un terme du tout compliqué pour moi. C'est un terme qui pose de façon radicale des questions immenses, énormes. Et de toute façon, c'est comme ça. Moi, je dois poser mes personnages dans le vaste. Et ils sont vastes. Et je pense que le monde, que l'homme est très vaste. Les gens peuvent ne pas être d'accord, bien sûr, mais personne ne m'interdira d'écrire cela. Et ça, j'ai une sorte de terrain de liberté ici. Et c'est tellement important pour moi de pouvoir inscrire ce vaste-là dans mon écriture. Et c'est un vaste qui rejoint évidemment celle des questions de la transcendance, de tout, de la création. J'adore les mythes de création du monde. Et j'aime travailler la question de l'humanité, effectivement, depuis cet angle-là. Mais là, c'est l'angle maximal qui s'ouvre. Et ça rejoint l'enfance. C'est ce moment où peut-être qu'on revient au plus nu de soi, au plus mystérieux, au plus incroyable, de plus insensé. Et c'est quoi ça ? Oui, c'est mystique, peut-être, je ne sais pas, on peut mettre des mots. Mais en tous les cas, ça pose des questions qui sont les miennes. Qu'est-ce que c'est que d'être ici, là, dans ce monde ? Et qu'est-ce que c'est que l'horizon, le ciel, la puissance et l'impuissance, c'est quoi ? Et qu'est-ce qu'on fait de ça, nous ? Ou moi ? Voilà. Et c'est un vaste qui a toute sa place dans ces romans où les ténèbres et la lumière ont une grande place, où vous creusez le sillon de cette force des ténèbres et de cette puissance de la lumière. Est-ce que c'est un sillon que vous continuerez de creuser ? Est-ce que c'est un cycle qui se referme ? Est-ce que vous le savez ? Alors, je sais, je crois savoir, je n'ai pas la langue encore du prochain roman, ça sera d'une façon différente. Bien sûr que ce sont des questions sous-jacentes. Vous savez, les écrivains, à un moment donné, il y a des obsessions. Évidemment, il y a une quête, ça sera plus immobile, ça sera moins de l'ordre, ça sera différent, c'est le prochain. Mais j'ose pas en parler parce que je n'ai pas commencé à... Mais on va sortir... on va aller ailleurs. On va être sur une plage. Ça sera plus immobile. Et on aura plus de personnages. Voilà. Ça parlera des frontières. Ça parlera pas d'aujourd'hui. En plus. Je reviens dans l'histoire. Mais ça sera... De toutes les façons, moi, s'il n'y a pas du vaste dans mes romans, c'est pas la peine. Mais en tout cas, il faut que la langue tape de telle façon à que ça devienne vaste. Donc ça peut être de façon très ténue en parlant
d'une vieille dame, très vieille dame, qui boit en tremblant sa tasse de café ou son verre d'eau. C'est pas, on n'est pas forcément en train de parler des anges, et voilà. Mais ça peut être aussi de parler des anges. Voilà, et j'adore ça. J'adore ça. Et ça, c'est une liberté, c'est ma liberté. Et donc, j'y vais. Il n'y a pas, là, pour le coup, il n'y a pas d'interdit, il n'y a rien, quoi. C'est fabuleux, j'adore ça. Vous êtes aussi une très grande lectrice dans tous les genres, je crois. Est-ce que pour terminer, vous accepteriez de nous parler de livres qui vous auraient marqué récemment ? Alors moi j'adore, j'aime beaucoup Le Cratère, qui va bientôt paraître aux éditions de Sabine Vespizer, qui est un très beau livre. J'ai beaucoup aimé Pantelleria, qui est sur une île. J'ai adoré Les Plaines de Jean Falco, sublime, livre argentin. Je suis en train de lire le Tolstoï de Zweig. Et ça, c'est waouh! Il y a un polar que j'ai lu, que je trouve vachement sympa, de Pariente, mais je l'ai lu. Voilà, vous voyez, c'est très divers. Pareil, ça me nourrit toujours. Le polar me nourrit beaucoup. Le polar, c'est génial. Et je trouve voilà, c'est une place majeure. Quand on est un écrivain, il faut absolument lire du polar parce que c'est formidable, c'est réjouissant. Mais tous ces livres-là, Les Plaines, c'est un grand choc. Les Plaines, Refuge au crépuscule aussi. Refuge au crépuscule, génialissime. Eh ben, merci beaucoup. Mais je vous en prie, merci beaucoup. Cette plongée en 2 épisodes dans l'univers de Tiffany Tavernier se termine. Un immense merci à Tiffany Tavernier et à Laure, libraire au rayon littérature de Dialogue, qui l'ont rendu possible. De nombreux livres ont été cités au cours de cette conversation. J'en place toutes les références en description de cet épisode et vous pouvez bien sûr vous les procurer à la librairie et sur notre site internet librairiedialogue.fr. Et si cet épisode vous a plu, on compte sur vous pour le partager et en parler autour de vous. N'hésitez pas non plus à vous abonner pour ne pas manquer les prochains. À très vite et belle lecture d'ici là.